Bonjour, bienvenue sur Histomed, la chaîne de l'histoire de la médecine en question. Nous allons essayer de savoir, dans cette première vidéo concernant la médecine archaïque, s'il est vrai, comme l'écrivit Hérodote, que la médecine des Mésopotamiens se résumait à porter les malades sur la place de Babylone pour qu'ils reçoivent les conseils des passants qui avaient subi le même mal. Nous allons d'abord essayer, dans cette première vidéo, de savoir comment était organisée la médecine assyro-babylonienne avant de nous intéresser dans la vidéo suivante aux traitements utilisés. La civilisation, ou plutôt les civilisations assyro-babyloniennes, vieilles de 3000 ans avant Jésus-Christ, s'étalèrent sur des siècles de conquêtes et d'intégration successives, les Élamites de Suse, les Akkadiens, Sémites de Babylone, les Hittites d'Anatolie, les Phéniciens, multitude de peuples symbolisés par la tour de Babel. Ces nombreuses luttes entre villes et empires se traduisirent par la domination des Sémites de la moyenne Mésopotamie, puis de Babylone au milieu du deuxième millénaire, durant lequel régna Hammurabi. Ils furent battus par l'Assyrie, avec Assur comme capitale, puis Ninive, puis à nouveau Babylone, qui sera agrégée à l'Empire perse. Ce qui fait qu'il est plus logique de parler de la médecine des peuples de Mésopotamie. Mais quelle que soit la période et les peuples, la religion dominait tout, la société, les guerres, les famines, comme l'individu, maladie et mort. De nombreux dieux et de nombreux démons associés vivaient dans le monde d'en haut, celui des humains se trouvait au milieu. Celui d'en bas était le monde des morts, appelé Aralu, que l'on peut traduire par pays sans retour. L'absence de notion de rédemption, même enfer pour tous, incitait donc à profiter de la vie. Nous verrons tout au long de nos vidéos l'importance des croyances dans les rapports à la mort et donc à la maladie, et de son influence considérable sur la médecine. En Mésopotamie, l'homme étant au service des dieux, les dieux pouvaient faire ce qu'ils voulaient de lui. La bonne santé témoignait de la faveur des dieux, la maladie de leur courroux à cause d'une faute, d'une offense. Le rôle des médecins était celui d'intermédiaire entre les hommes et les dieux courroucés. Les sources sur la médecine assyro-babylonienne sont assez pauvres, et donc son étude plus difficile qu'en Égypte. Aucune peinture, pas de bas-relief ou d'instruments de chirurgie, pas de momies, très peu d'études paléopathologiques. Parmi les sources dont disposent les historiens, citons néanmoins les écrits, parfois douteux car tardifs, d'Hérodote d'Halicarnasse, pour lequel on portait donc les malades sur la place publique de Babylone pour qu'ils reçoivent les conseils des passants qui avaient enduré ou vu un mal similaire et en avaient été traités avec succès. Nous verrons que cela n'est en fait pas tout à fait exact. On possède également quelques représentations divines. Certains dieux avaient un rôle particulier sur la santé, comme Ninurta, divinité babylonienne d'origine suméro-acadienne, de la guerre et de la chasse, mais aussi de la pluie, et qui avait comme parèdre Jula, déesse de la médecine, appelée la grande guérisseuse ou doctoresse de l'humanité. Sa cité, Isin, que l'on voit sur la carte, était un centre de formation de médecins réputés, et ses temples ont pu servir d'herboristerie, voire de lieu de culte. En tout cas, on y voit de nombreux présents à la déesse pour avoir ses faveurs ou la remercier d'une guérison, et notamment des ex-voto en forme de chien, son animal symbole. Parmi les autres dieux, citons Nergal, dieu des enfers, responsable des épidémies, de nombreux démons comme Pazuzu, que l'on voit ici représenté, qui amenait la maladie aux hommes. Il y avait aussi Ninib ainsi qu'Ea, le dieu des eaux douces, qui avait un rôle purificateur et éloignait les démons responsables de la maladie, ce qui faisait que l'on avait pris l'habitude de soigner les malades près des rivières. On trouvait aussi Nabu, fils de Marduk, dieu des sciences et de la médecine, Shamash, dieu du soleil et de la justice, également invoqué dans des incantations des traitements. Autre source, et non des moindres ce qui concerne la médecine babylonienne, le code d'Hammurabi, dont la stèle découverte à Suse se trouve au musée du Louvre et dont nous reparlerons bien sûr. Mais aussi et surtout, les historiens de la médecine mésopotamienne disposent de nombreuses tablettes d'argile qui remontent pour les plus anciennes à la fin du troisième millénaire. Un grand corpus date de la première moitié du deuxième millénaire, moins 2500, moins 2000, la seconde moitié étant très peu documentée, mais la plus importante part de textes médicaux provient des grandes cités de la période néo-assyrienne entre 900 et 600. Ainsi, 600 tablettes d'argile consacrées à la médecine ont pu être retrouvées parmi les 20 000 tablettes de la bibliothèque du roi Assurbanipal, découvertes à Ninive et conservées au British Museum. Il s'agit toutefois de savoirs accumulés au cours de périodes précédentes. Les plus anciennes tablettes dateraient de moins 700 environ et les plus récentes de 453 avant Jésus-Christ, soit près de 3 siècles pendant lesquels les observations et les recettes consignées ne furent jamais mises en doute. Les mêmes textes se répètent sur des siècles, ce qui témoigne d'une continuité de la tradition, mais aussi de la transmission d'un savoir de génération en génération.
Cette observation est d'ailleurs assez étonnante, car la société a forcément évolué pendant tout ce temps. À l'exemple de la nudité, valeur honorifique réservée aux dieux au IIIe millénaire, elle ne concerne plus que les esclaves et les vaincus 2000 ans plus tard. D'autres tablettes furent découvertes lors de fouilles à Assur, Uruk, Borsippa ou Calak, et des tablettes retrouvées à Nippur se réfèrent même à l'état de santé des élèves d'une école de chant et dateraient de moins 2000 avant Jésus-Christ. Ces tablettes, conservées au musée universitaire de Philadelphie, furent traduites en 1953. D'autres textes de la vie courante proviennent des palais royaux de Mari au XVIIIe siècle et de Ninive au 8e-7e siècle, où exerçait Arad Nanai, le médecin du souverain Assaradon. On redit donc l'importance de l'écriture, ici cunéiforme, mais en sachant que cette écriture a servi à noter des dizaines de langues différentes dans l'histoire de la société et donc de la médecine qui va, grâce à elle, s'affranchir de la tradition orale. Il nous est difficile, dans ces écrits, de séparer ce qui paraît scientifique de ce qui s'apparente à de la superstition ou à de la magie, d'autant que la division entre ce qui nous paraît rationnel et irrationnel n'avait pas lieu d'être pour les anciens Mésopotamiens, pour qui tout était surnaturel, car non explicable. À partir de la première moitié du deuxième millénaire, la médecine mésopotamienne était exercée par 3 types de médecins, la Soutou, le Barou et la Chipou. La vision traditionnelle attribue au premier la pratique de ce qui s'approche le plus de notre médecine, une approche pragmatique, rationnelle pour guérir les patients, une sorte de Dr House mésopotamien. Le Barou et la Chipou étaient par contre des experts magiques, le premier pour le diagnostic divinatoire, le second pour les traitements religieux de la maladie. Cela faisait d'eux des sortes de sorciers, en relation avec les dieux et les démons responsables des maladies, mais l'indistinction entre ces deux approches, médicale et magique, semble ne pas avoir eu de limite claire et impose donc à la prudence. Comme il faut également rester très prudent dans l'interprétation des textes qui nous sont transmis. D'ailleurs, pour toute étude historique sur la médecine, des tablettes d'Assurbanipal au traité de médecine de la fin du XVIIIe siècle en Europe, le plus difficile pour l'historien de la médecine étant de corréler les termes employés par les médecins de l'époque avec notre vocabulaire médical actuel et de superposer notre nosologie à la leur. Les traductions des tablettes consacrées à la médecine de la bibliothèque d'Assurbanipal n'échappent pas à cette règle, comme le montre le traité acadien de diagnostic et pronostics médicaux, traduit en 1951 par le professeur René Labatte du Collège de France. Destiné aux Achipous et sans doute écrit par certains d'entre eux, ce traité reprend une quarantaine de tablettes avec près de 3000 entrées. Il s'agit en fait de la compilation de textes plus anciens, remontant au moins au début du deuxième millénaire pour les plus anciens, compilation qui sera effectuée au XIe siècle par un lettré de Borsippa. Les traductions de ces différents textes donnent des renseignements sur les maladies. Châtiment divin, la maladie apparaissait exclusivement à la suite de la malédiction d'un sorcier, la colère d'un dieu ou l'éloignement de la divinité en punition d'un péché ou d'une faute du malade ou de son entourage. Le mal physique témoignait donc d'un état d'impureté religieuse, dont la cause n'était d'ailleurs pas forcément connue du malade lui-même, mais vous savez comme moi que si l'on cherche, on trouve. Les traductions donnent aussi des renseignements sur le diagnostic de ces maladies, diagnostic sous la responsabilité des barous. Ceux-ci, qui faisaient partie des prêtres Achipous, avaient un rôle surtout de diagnostic et de pronostic, d'où l'importance de l'interrogatoire à la recherche d'une cause, comme le viol d'un tabou, le non-respect d'une règle ou une mauvaise conduite. Cette démarche n'était pas totalement extravagante quand il s'agissait d'avoir touché un corps sale ou souillé, avant l'ère des microbes, ou d'avoir mangé une nourriture interdite, comme du porc, ou mis les pieds dans une eau sale, source de nombreuses parasitoses. Il y avait néanmoins une petite place pour l'examen du patient, malgré tout. À partir des tablettes, le professeur Labatte isola et identifia ainsi de nombreux symptômes différents remarqués par les barous. L'observation de signes cliniques comme la fièvre ou les frissons, appelés surubou, l'aspect des urines et probablement la prise du pouls en divers sites anatomiques, ainsi que la palpation du ventre, avaient sans doute leur importance dans la décision finale. Ainsi, quelques tableaux cliniques où, chez un patient transpirant, toussant sans interruption, au crachat épais, parfois sanglant, dont le souffle s'échappe de sa bouche comme d'une flûte, dont la main est froide et le pied chaud, Labatte put ainsi reconnaître les symptômes de la tuberculose. Ou alors chez un autre, dont le corps, le visage et les yeux sont jaunes, tandis que sa chair reste flasque, celui de l'hépatite ou jaunisse. Enfin, chez un dernier, qui tombe brutalement malade, tandis que l'air s'accumule dans son intestin, qu'il ne garde pas ce qu'il mange ou ce qu'il boit, que son anus est obturé et qu'il crie de douleur, Labatte y vit un tableau d'occlusion. Toujours d'après le professeur Labatte, les médecins mésopotamiens connaissaient également les otites, la gonorrhée, l'hémiplégie, les ulcères ou les maladies musculaires, dont il avait distingué 13 sortes.
Peu de parties du corps humain semblent avoir échappé à l'observation clinique des médecins mésopotamiens, et même les plus intimes comme les organes génitaux ou l'anus, avec la fréquence remarquée des hémorroïdes. Mais pour leur diagnostic, les Barous utilisaient aussi et surtout différents procédés de divination qui étaient en quelque sorte leur examen complémentaire, comme le sont la biologie ou la radiologie pour le médecin moderne. Vol des oiseaux, déplacement des feuilles d'arbres, crue des fleuves, sans oublier l'interprétation des rêves ou oniromancie. Les songes, moment privilégié de relation avec les dieux, tenaient en effet une grande place dans les médecines archaïques. Ce rôle dans l'interprétation des rêves est parfois dévolu à un personnage féminin spécialisé. Le Barou interprétait aussi les volutes de fumée ou en pyromancie, et ça donnait à la lécanomancie qui interprétait le mélange d'eau et d'huile. Si une goutte versée pour le malade était absorbée par une autre, c'était mauvais signe. Il n'y avait guère que la pygomancie que les médecins babyloniens n'utilisaient pas. Mais savez-vous ce qu'est la pygomancie? La divination par étude du foie de cochon? L'étude de la forme et du nombre des doigts de pied? L'interprétation de la forme des nuages? Ou l'art divinatoire étudiant l'arrêt des fesses? Eh bien la réponse est D. Il s'agit bien de l'art divinatoire qui se pratique en déchiffrant les lignes, les creux, les fossettes et les plis des fesses, afin de découvrir le caractère de son propriétaire et de deviner l'avenir qu'il a devant lui. Mais revenons à un peu plus de sérieux, quoique, puisque le diagnostic se faisait aussi en fonction de l'observation astronomique, grâce à laquelle les prêtres mésopotamiens trouvaient déjà une relation entre le microcosme humain et le macrocosme de l'univers qui fera long feu. Il faut néanmoins savoir que l'astrologie était au début surtout au service du pouvoir, pour prévoir les grands événements. Plus tard, elle sera appliquée à l'individu, avec notamment l'apparition du zodiaque. Les médecins babyloniens gardaient une place à part pour l'hépatoscopie, ou extipicine, de exta entrailles, spéciaux je regarde. Cet examen était toujours sous la responsabilité des Barous, et certains historiens de la médecine babylonienne gardent d'ailleurs le terme de Barou pour les Achipours responsables de l'hépatoscopie. Le foie, surtout de mouton, était cher, et cette technique n'était donc pas utilisée pour tout le monde. Elle n'était pas non plus limitée à la médecine. Le foie était le siège de la vie pour les Mésopotamiens, et la technique de l'hépatoscopie fera long feu, notamment chez les Étrusques, puis à Rome. Cette théorie aura la vie dure, jusque chez les Grecs avec le mythe de Prométhée, les théories physiologiques du XVIIe siècle et, bien sûr, dans le langage populaire actuel. Un grand nombre de reproductions en terre cuite et en bronze furent retrouvées. S'agissait-il d'ex-voto? Les historiens pensent qu'il s'agissait plutôt d'aide-mémoire des principaux signes à rechercher, car les variantes anatomiques sont fréquentes. Profondeur des sillons du foie, configuration des lobes, configuration des voies biliaires, différence dans la vascularisation, etc. Chaque variation avait donc sa signification, et il est d'ailleurs étonnant de noter que ces opérations ne débouchèrent sur aucune connaissance anatomique. Il faut dire qu'aucune dissection humaine n'était réalisée à l'époque. Donc pas de connaissance anatomique, mais pas plus en ce qui concerne la physiologie. Pour les médecins babyloniens, si la source de la vie se trouvait dans le foie, le rôle de la salive était aussi important car il était le véhicule du souffle de la vie. Le cerveau ne servait à rien, car l'intelligence et la mémoire se situaient au niveau du cœur, tandis que force et vigueur physique se situaient au niveau des reins. Voilà pour le diagnostic. Histomed, la chaîne de l'histoire de la médecine en question, vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour savoir comment se soignaient les Babyloniens.